Non. T'en as même pas dans la barbe. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. T'as un peu tué la phrase là. Une cook, un café, un pote. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un entretien avec Arkady Picardy, dessinateur, qui est mon invité. On va prendre le temps de discuter de plein de choses, de son parcours, du métier de dessinateur, des écoles d'art et j'en passe. Il nous donnera plein de références d'artistes et d'œuvres que vous ne connaissez peut-être pas, tout ça autour d'un bon café, petite viennoiserie. Ça va être bien. Allez, je vais le rejoindre. Venez avec moi. C'est parti, donc on est avec Arkady Picardy, que vous avez certainement vu dans la précédente vidéo avec Arkady Picardy, qui est très gentil, qui est dessinateur de bande dessinée, ou pas. C'est la première question que j'allais te poser. Comment est-ce que tu te définis, toi, dans ta pratique du dessin ? Je suis dessinateur et je fais de la BD. Un dessinateur de bande dessinée, c'est quelqu'un qui est payé pour faire de la bande dessinée. Tu vois ça de façon plus élargie peut-être dans ta Exactement. pratique. Moi, comme je suis dessinateur, je vis de mon dessin. Donc je fais de tout. Donc voilà. C'est peut-être un bon moyen de parler de ton parcours, finalement. Comment est-ce qu'on arrive au dessin? Comment est-ce qu'aujourd'hui on devient dessinateur? Du coup, quand j'étais petit, j'ai eu le déclic vers 4 ans. Et qui m'a vraiment dit, ok, j'aime bien le dessin, je vais continuer. Mais après, tous les enfants dessinent et aiment dessiner, c'est juste qu'à un moment donné, tu continues, quoi. Et donc j'ai été à Saint-Luc secondaire en qualification. Toi-même, tu sais. Je connais Saint-Luc. Voilà. Il était dans la classe où moi j'étais, mais 10 ans, plusieurs années après. J'ai connu Arkady en tant que professeur. Stagiaire. Exactement. Très important. Mais qui à l'époque m'avait transmis beaucoup de connaissances en termes d'anatomie et de dessin. Et puis on est devenus amis. Exactement. Et maintenant j'ai le plaisir de l'accueillir sur la chaîne. Donc voilà, c'est la belle histoire du jour. Mais donc voilà, donc j'ai fait 2 ans à Saint-Luc supérieur en art plastique, donc c'est les arts généraux. Et après j'ai fait 3 ans supérieur en bande dessinée. Et en fait, en parallèle, j'ai fait de l'académie de bande dessinée, donc l'académie des beaux-arts de Watermal-Boisfort, depuis que j'ai 14 ans. À Bruxelles. À Bruxelles, en bande dessinée illustration. Et donc ça, j'ai eu sous la tutelle de Philippe Sensi, ça m'a appris en fait la BD, le dessin et tout ça. Et de mon côté, j'ai continué à dessiner. Je ne suis jamais arrêté. Et puis, tu essaies de décrocher des boulots, tu essaies surtout de développer en fait un art qui t'est propre et qui devient incontestable. Il peut progresser, mais tu valides en fait le prix que tu demandes, quoi. C'est ça. Et je me souviens que tu m'avais dit quelque chose qui m'avait interpellé. C'était que tu faisais de la BD parce que tu pouvais pas faire de cinéma. Oui. Et je trouve que c'est une bonne façon peut-être d'aborder ton style et ton univers, puisque tu as plein de références un peu geek, autant de ciné que de manga et tout ça. Peut-être tu peux nous parler de ça? Oui, en fait, je suis passionné par le cinéma, je tiens ça de mon père et de ma famille. Et je me suis toujours mis dans la BD depuis que je suis tout petit, mais j'ai une manière de réfléchir à mes histoires et de les découper très cinématographique. Et en fait, généralement, je suis assez coincé parce que quand je fais mes planches, j'ai la musique en tête, j'ai mon découpage, je découpe mes planches comme une scène de cinéma, avec un rythme que je veux mettre en particulier qui découle du cinéma. Voilà, et donc effectivement je fais de la BD parce que je peux pas faire du cinéma, parce que de toute façon ça coûte hyper cher, pour finalement ne pas avoir ce que tu veux, parce que les producteurs ils ont dit ça coûte quand même hyper cher. Donc voilà. Donc, là, toi je sais que tu aimes bien cette idée d'être totalement indépendant de A à Z dans la création de quelque chose. Oui, sans remettre en question non plus l'avis de l'autre. Donc c'est pas j'ai raison et les autres ne comprennent pas, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je fais chaque chose, donc chaque décision est réfléchie et a un but, et on peut aller à l'encontre de cette mise en... Et pour pouvoir le faire, je vais le mettre en forme de telle manière. Et je dis que c'est à ce niveau-là qu'on peut le mettre en place. Mais donc du coup, si tu commences à faire intervenir des personnes dès le début, ils voient pas où tu veux aller, et eux ils vont dire ouais mais tu pourrais faire ça, mais tu pourrais parler de ça, et c'est pas ce dont tu veux. Et donc il faut arriver à un certain niveau, et là tu dis voilà moi c'est ça que je veux faire. Là la personne peut dire c'est de la merde, là tu t'es planté, là c'est pas bon par rapport à ce que tu veux faire. Et moi par exemple je considère que l'apprentissage et le conseil en art, d'ailleurs pour déjà aller un peu plus loin, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu as réussi ou pas. Ça, c'est une super transition parce que je voulais justement parler de ton approche, de la pratique
Magie. Ouais, incroyable. C'était travaillé. Mais c'était parler de ton approche de la pratique, de la notion de justesse aussi, de précision et de maîtrise, vu que c'est un peu ta façon d'aborder l'apprentissage du dessin, je m'en souviens, avec beaucoup d'intransigeance peut-être dans le bon sens du terme. C'est-à-dire cette question de remise en question perpétuelle et d'apprendre à vouloir atteindre un certain niveau d'excellence par la répétition, etc. Exactement, c'est ça. En fait, tout vient de là. Et que pour pouvoir improviser, il faut connaître ses gammes. En art, généralement, on oublie cette période d'apprentissage qui peut être lourd, qui peut être un peu chiant, mais ça dépend franchement, je pense, de la manière dont on l'a enseigné. Puis il y a des manières, il y a des choses avec lesquelles tu peux pas faire autrement. Enfin, genre apprendre moi un aplat, ça me On peut pas dire de gros mots. Ouais, désolé, ça m'enquiquinait, ça m'ennuyait profondément de faire des aplats, mais pourtant, tu es obligé de le faire parce que si un jour tu as besoin de faire un aplat, tu sais le faire. Et en fait, ce qui se passe... Et surtout, si vous voulez apprendre à faire un aplat, il y a une vidéo dont le lien s'affiche à l'instant. De très bonne qualité. Elle est là, 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 et même là dans tes yeux. Incroyable. Quoi que vous fassiez, vous la verrez. Et en fait, voilà, moi je pars toujours du principe que ce que tu fais, ton dessin, n'est que la somme de tes lacunes. Ça, c'est la base. Tu dessines comme ça, tu fais ce que tu fais de cette manière-là parce que tu ne sais pas le faire autrement. Dans une certaine quête, du coup, de liberté, je sais pour toi. Voilà. Donc tu associes souvent la maîtrise à cette liberté totale. Exactement, parce que plus tu sais faire de choses, et ça je ne dis pas forcément le faire parfaitement, mais plus tu es capable de développer des langages différents, plus tu sais répondre à l'émotion que tu veux, pertinemment à l'émotion que tu veux dégager. Au final, à la fin, l'important c'est que ton art serve le propos que tu veux développer. Si tu n'es pas capable de maîtriser une grande palette de techniques, en fait, tu vas tordre ton propos pour qu'il rentre dans ce que tu es capable de faire. C'est marrant parce que là, tu es coincé. Ouais. Et ça va nous amener peut-être aux questions de l'enseignement de l'art actuellement, puisqu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir comment aller plus loin, est-ce qu'il faut aller dans des académies, est-ce qu'il faut faire des études supérieures d'art, etc. Et où justement cette question de la technique, c'est pour beaucoup une question anguleuse, parce que beaucoup de profs sont anti-techniques, et puis en même temps, il y a ce truc où la technique peut être associée à une forme de passéisme, et en même temps, il y a cette vision que tu apportes, qui est, selon moi, assez juste, qui est de dire que plus on a de moyens, plus après on peut être libre de faire ce qu'on veut et de développer le propos qu'on veut. Pour pouvoir briser les règles, il faut les connaître. Combien de personnes qui se targuent de briser les règles, en fait, sont juste pas foutues de faire une perspective. Est-ce que foutu ça passe? Ça passe totalement. Ils sont pas foutus de faire une perspective. Ça nous permet peut-être justement de se poser cette question-là. Est-ce que tu conseillerais à un jeune praticien, ou moins jeune d'ailleurs, d'aller dans une école d'art? Ou quelle forme d'école d'art? Je pense que tu seras peut-être plus pro-AK de quartier. Non, pas spécialement. Je te laisse développer. Pour ça, je vais devoir parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai eu la chance de faire Saint-Luc supérieur en bande dessinée. Et en parallèle, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts de Watermal-Boisfort avec Philippe Sensi. J'insiste sur le nom du prof parce que c'est son enseignement à lui qui, moi, m'a convenu. J'avais quoi? Ça veut dire que j'avais à la Saint-Luc, on me disait t'aimes faire des carrés, va faire des ronds. Et ça me plaisait pas. Mais je faisais des ronds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de chercher des manières de raconter qui étaient complètement différentes de ce que moi je voulais, je découvrais des choses que j'ignorais aimer, et en même temps je me nourrissais de ça. Je donne un exemple tout simple. Il y a une histoire du petit chaperon rouge où c'est fait avec des ronds, des petits dessins ronds, et genre les arbres c'est des triangles et le loup c'est un plus gros rond. Je suis incapable de réfléchir comme ça, mais je savais pas que j'aimais bien. Voilà. Parce que moi, je viens d'une école beaucoup plus comics, manga, franco-belge, très... tu montres ce que tu as envie de dessiner, quoi. Tu dis, voilà, moi, le mec qui boit un café, je fais un mec en train de boire un café. Et, donc, tu estimes qu'en quelque sorte, ça a quand même ouvert ça m'a ouvert complètement mes perspectives. Découvert, ça m'a fait du mal pour certaines, mais ça, c'est dans la manière dont ça a été appréhendé. Avoir un prof où tu vois que ça l'intéresse pas ce que tu lui parles, ce dont tu lui parles, ça fait mal. Mais ça, c'est pas le problème de l'enseignement, c'est de l'enseignant. Et en parallèle, j'avais Philippe, j'avais mon prof de BD qui lui disait « Qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu veux faire ça, tu dois aller voir tel gars.
Regarde lui comment il fait. Regarde, et en fait là, tu t'es planté et tout ça. Tu dois apprendre ces règles-là, parce qu'en fait, tu es en train de me faire une rue en perspective, bah, la perspective, ça marche comme ça. Et c'est comme ça. En fait, pour moi, c'est ça. Donc, si quelqu'un veut faire des études d'art, il doit pouvoir les faire. Il doit les faire, mais il y a deux écoles. Si tu fais Saint-Luc, apprends que tu as le droit de faire ce que tu aimes à la maison, mais que ce que tu aimes ne constitue pas, tu n'as pas forcément raison de faire que ce que tu aimes. C'est ça, imaginez que c'est un cadre particulier en dehors duquel tu as le droit d'exister. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé d'un professeur en particulier, parce que tu m'as aussi dit, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais dont tu peux parler, que tu avais été quand même pas mal cassé à Saint-Luc aussi. Oui, j'ai été cassé. Il y a eu le double truc, donc peut-être tu peux nous parler un peu de ça, et du professeur, je pense que tu as eu un professeur. Oui, notamment. j'ai eu mon... Mais ça, c'était... j'ai eu un... Alors, le meilleur prof de Saint-Luc supérieur, voilà, je suis absolument pas objectif, et secondaire, c'est Monsieur Stéphane Delongré, qui est le professeur d'anatomie. Et ce mec-là, il disait, les os, ça fonctionne comme ça, les muscles, ça fonctionne comme ça et tout ça, tu me fais 5 relevés par semaine, et tu les faisais. Et c'était de la pratique, c'est comme, pour la musculation, c'est comme faire des pompes. Il y en a que c'est pas agréable. C'est marrant que tu dises ça, parce que je trouvais qu'il y avait un chouette parallèle à faire entre ta notion de la pratique et celle, par exemple, de la musculation ou du sport en général. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un praticien qui se mettrait à la musculation un jour ou deux, et puis qui abandonnerait parce qu'il n'est pas encore super musclé, ça paraîtrait ridicule pour tout le monde. Exactement. Et finalement, ce que tu dis, c'est que le dessin, c'est un peu pareil. C'est un muscle, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et on a trop tendance à considérer, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, il y a trop tendance à considérer que le dessin, ça doit être beau directement. Et les gens abandonnent parce qu'ils sont malheureux de ne pas avoir fait quelque chose de beau. En plus, avec les réseaux sociaux où... Je sais que tu as un avis particulier là-dessus. Mais non, le seul problème que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a la logique d'aller poster directement ce qu'on a fait. Alors que je considère qu'il y a un moment où tu peux le faire. Il y a un moment où tu as un niveau où ce que tu vas poster, même le scrabouillat dans un coin, devient intéressant à regarder. Si tu postes trop tôt, si tu as trop l'habitude de poster et d'être habitué au retour des autres, t'as pas forcément envie, tu vas pas forcément te remettre en question, tu vas pas forcément, ou tu peux plus vite abandonner. Un truc à la con, moi je l'ai vu chez des amis, c'est il faut que je poste. Ça veut dire qu'il faut que mon dessin soit beau. J'arrive pas à finir un dessin. Et ça veut pas dire qu'il est pas beau. C'est je n'ai pas atteint mon dessin jusqu'au bout. Et du coup je vais pas le poster. Et du coup je suis malheureux. Et du coup je déprime. Et du coup j'arrête de dessiner. Moi je me dis non, tu remplis les pages, tu les bourres, tu les bourres, tu les bourres. On s'en fout du réseau social, on s'en fout d'aller plaire aux autres. C'est parce que tu vas pratiquer qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir faire clac, 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 je peux le poster, c'est réglé. C'est ça, peut-être que cette idée de ne pratiquer qu'en estimant qu'il va falloir montrer ce qu'on fait, empêche... Mais voilà, parce que ça met une pression monstre sur les gens. Et parce qu'il faut se tromper aussi. Voilà, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Donc voilà, et pour revenir avec ça, c'est oui, j'ai été cassé... parce que les professeurs essayaient, au-delà de leur enseignement, essayaient surtout d'imposer leur vision du monde, leur vision de la BD. Saint-Luc, c'est quand même un côté très underground. Hein. Il y a Frémoc, c'est la BD underground par excellence. Ils pensent tous comme ça. Enfin, beaucoup moins maintenant. Attention, ce que je dis, ça remonte à il y a 10 ans. Donc je sais que maintenant, il y a des gens de chez Casterman, il y a un mec, il y a le dessinateur de... comment il s'appelle encore ? Ludo, la BD Ludo avec Castar. Je sais pas si t'as déjà lu cette BD, un gamin qui a une BD à l'intérieur et il lit la BD Castar. Il y avait ça, donc, et ça c'est bien parce que ça amène une nouvelle vision de la BD. Est-ce que tu estimes que la BD vit une belle époque là maintenant ? Je peux pas répondre à ça. Non ? En fait, j'en sais rien, je suis pas assez au courant et je ne me tiens pas au courant, donc je peux pas dire oui effectivement, non effectivement, parce que je considère que le manga et le comic c'est de la BD et ça se porte plutôt bien. Il y a la folie, enfin je veux dire le centre de la concentration de l'attention en ce moment c'est les séries télé et les jeux vidéo principalement mais je pense que la BD existera toujours sous une forme comme une autre parce que à nouveau c'est un moyen de raconter des petites histoires et il y aura toujours un public pour ça. Moi, je considère que quand tu vois comment le marché du manga se porte, les gens, ils aiment bien lire les BD. Quand ils disent, oui, on achète moins de BD, mais c'est parce qu'en fait, on est en train de bouffer tous les scans de One Piece sur Internet, c'est parce que tu aimes bien lire de la BD. Ça vit. Ça vit, ça mourra pas.
Et c'est peut-être un moyen de passer à quelques références, finalement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui adore le dessin, qui a envie de voir des beaux dessins? Je sais que tu dis que tu ne te tiens pas au courant, mais en même temps, tu as plein de références. Oui. Je le sais aussi. Donc peut-être que tu peux en donner quelques-unes, expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait s'intéresser à tel ou tel dessinateur, tel projet actuellement, ou même passé. En fait, j'aime pas... Enfin, moi, j'ai mes trucs qui me plaisent, mais en soi, la seule chose que vous faites, c'est vous allez à la FNAC, vous allez dans un magasin, à la FNAC, à Filigrane, chez Club, vous regardez, et si ça vous accroche, vous allez feuilleter. Après, moi, mes artistes, par exemple, pour la BD, c'est... j'en ai pas tant que ça. Mais par exemple, pas à les citer. Oui, mais par exemple, je suis un admirateur de Jean-Ry, donc grand Spirou, petit Spirou. Même si maintenant c'est plus Dan, mais parce que je suis un admirateur du trait juste qui peut lâcher. Franquin, pareil. D'ailleurs, si vous voulez savoir ma définition d'un artiste absolu, maîtrise totale, vous regardez Franquin. Pas parce que son style il est chouette et qu'il me plaît, c'est que quand vous regardez un crayonné de Franquin, vous faites « Waouh, il manque rien à rajouter ». Et puis le mec fait « Ah non, attends, il fait l'ancrage ». Tu fais « Ah merde ». Il a réussi à faire. Il fait non, mais attends. Et puis il fait la couleur et c'est encore mieux. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que tu n'avais pas un dessin qui était inachevé. C'est que tu avais 3 dessins achevés de 3 techniques différentes. C'est ça, pour moi, l'absolu, la maîtrise absolue. Donc l'apparente simplicité aussi, c'est ça qui est assez fou, quoi. C'est ça, le mec qui fait hop, putain, en fait, c'était celui-là qu'il fallait faire. C'est une définition possible de la virtuosité, même en peinture. Je fais un parallèle, mais c'est donner l'impression de simplicité. On peut prendre même le patinage, par exemple. Il faut qu'on ait l'impression que la pirouette soit facile. Oui, c'est ça. Et dans Franquin, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas spécialement compte quand on est enfant, et c'est ça toute la magie de la relecture, c'est de se rendre compte qu'un Gaston, par exemple, n'importe quelle posture, peu importe quoi, exactement, va être d'une justesse et d'une compréhension tellement parfaite, il arrive à retranscrire absolument ce qu'il veut, donc c'est vrai que ça fait pas si longtemps que je suis assez admiratif de sa virtuosité absolue. Par exemple, donc voilà, il y a des mecs comme Franquin, moi que j'aime bien, mais j'aime bien aussi Guillaume Bianco qui fait Billy Brouillard. Il a une BD d'ailleurs qu'il a fait avant, ça s'appelle Will. Si vous avez l'occasion, c'est un livreur de pizza de 21 ans qui vit avec son chien obsédé sexuel, c'est super drôle. Et puis après, il a fait Billy Brouillard, et Billy Brouillard, c'est Tim Burton en mieux. En mieux super... Ouais, en mieux, c'est Tim Burton en mieux. Quand tu regardes les illustrations de Tim Burton, comme lui il fait de la BD, il a développé toute une grammaire autour de son truc comme ça, c'est magnifique. J'adore, j'ai grandi avec Akira Toriyama. Dragon Ball. Dragon Ball. Je suis beaucoup plus impressionné par son trait époque Dr Slump et Dragon Ball enfant, parce que tu vois la case, tout fonctionne. C'est incroyable. Alors que Dragon Ball adulte, ça fonctionne super bien, c'est hyper efficace. Mais moi j'adore refaire les DBZ et tout ça. Les Dragon Ball, j'aime bien, je me dis voilà, on pourrait le travailler de telle manière. Alors que enfant, tout fonctionne grâce à ça. Sinon, dans les trucs un peu, pour moi, des monstres de monstres, c'est Pedrosa, Cyril Pedrosa, qui a fait 3 ombres, qui a fait L'Âge d'Or il n'y a pas longtemps. Pedrosa, c'est un exemple absolu. Il te fait la première BD, et fait ouais, vas-y, je te fais ça dans ce style-là, et vous regardez 3 ombres, et puis tu te fais waouh. Et puis il dit, maintenant j'ai envie de raconter une histoire comme ça, le style, il n'y a plus rien à voir. Tu fais pouah, et c'est maîtrisé. Vous regardez L'Âge d'Or, il dit ouais, je me suis associé avec une coloriste, c'est un truc de fou. Et en fait, chaque œuvre est un truc séparé, un truc fabuleux. Ce dont tu parlais tout à l'heure, cette liberté qu'il a. Exactement. J'aime bien le mec qui fait Black Sad, Guarnido. Mais j'aime la simplicité d'un mec comme Riyad Satouf pour, par exemple, l'Arabe du futur. Par exemple, aussi ce qu'il a fait, l'autre, Johann Sfar. J'adore Le Chat du rabbin. Même si, des fois, j'aimerais qu'il aille vraiment dans la justesse. Lui, à ce côté, c'est pas grave tant que l'émotion, elle passe et tout. Et des fois, tu as envie que le travail soit poussé jusqu'au bout. À nouveau, ce n'est pas que ça corresponde à ce que je veux voir. C'est que quand tu vois ce que lui veut faire, il est arrivé au bout, quoi. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup d'artistes des années américains, genre j'adore Frank Frazetta, le Michel-Ange barbare. Regardez ses sketchs, ses crowbars, ses ancrages, c'est une tuerie. Lion Decker, qui est un mec qui faisait des trucs pour les polos et tout, des peintures. Comment il s'appelle encore celui-là que j'adore, c'est de la BD aussi, c'est carrément de la BD mais c'est de l'illustration. Il fait de l'illustration, c'est Norman Rockwell. Norman Rockwell, vous regardez Norman Rockwell, c'est une énergie dans ses peintures à l'huile en plus justement.
et j'adore ça. Et alors, pour aller dans un autre, Arthur Rackham. Voilà, donc des trucs qui ont des grandes vies. Bernie Wrightson, bon là je vous sors des noms comme ça. Bernie Wrightson, c'est une tuerie. Voilà, mais moi ça va plus être dans... Et puis il y a tout ton rapport aux animateurs surtout aussi. Oui. Il y a Glenkin. Ouais, en fait, ce qu'il y a surtout avec Glenkin, c'est parce que j'étais fan de... Enfin, j'ai été voir Tarzan au cinéma et j'ai fait, waouh, putain, c'est trop stylé. Et j'ai une passion pour les gorilles. Et en fait, il y a un... D'ailleurs, il est allé en France, Glenkin, parce qu'il s'est dit, ouais, bah, c'est cool comme le Tarzan pour apprendre l'anatomie et tout. Et en fait, comme il s'est dit, bah, c'est cool, en fait, Tarzan, il est en slip, ça va être hyper facile parce qu'il n'y a pas les plis des vêtements à gérer. C'est en fait hyper compliqué parce que les vêtements permettent de masquer des trucs, genre des erreurs et tout, alors que quand il est torse-poil, tu es obligé de faire tout propre. Et tu m'avais raconté qu'il avait viré quasiment toute l'équipe de dessinateurs de chez Disney. Ouais, qui sont pas trop mauvais. C'est vrai, c'est pas des tâcherons chez Disney. Et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose. Et la légende voudrait que il a dit dégager, et le week-end d'après, quand ils sont revenus à la fin la semaine d'après, le week-end était passé et il avait une pile comme ça avec toute la base de Tarzan, dont il s'est inspiré notamment pour de son fils qui faisait du roller. Et c'est pour ça qu'en fait à un moment donné il fait un truc sur les branches. Parce qu'en fait c'est du roller. Et donc voilà. Mais effectivement, je trouve que chez les animateurs, c'est des leçons d'efficacité. Parce que justement, ils doivent penser de manière beaucoup plus simple, parce que ça coûte hyper cher. Et il faut que ce soit facilement identifiable. Donc si vous voulez apprendre vraiment à construire des corps, l'une des erreurs du manga, l'un des défauts du manga, c'est que c'est énormément souvent les mêmes corps, les mêmes tronches, tout ça. Genre, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais genre Luffy, Zoro, maintenant moins, mais Luffy, Zoro, Sanji, au début, ils avaient la même tronche, quoi. Pour les connaisseurs de One Piece. Voilà, même la tête de Nami, au début, c'était la même chose. Maintenant, ils commencent à être très typés. Et je sais que pour l'avoir vu plein de fois, ça fait 17 ans que je vais à l'académie, je les vois, les nouveaux qui font du manga, et quand tu leur dis dessine un personnage en silhouette, ils ont tous la même tronche parce qu'ils ne savent pas réfléchir différemment, puisque les personnages existent en fonction des artifices qu'ils portent sur eux. C'est parce qu'il a une ceinture bleue, c'est parce qu'il a une boucle d'oreille à cet endroit-là, mais en fait ils ont tous le même corps. En animation, faut un gros, faut un musclé, faut un maigre, faut ci, faut là, faut un grand, faut un petit. Et donc cette fameuse connaissance anatomique. Exactement. Ça c'est tout le sujet de la vidéo qu'on a faite précédemment. Exactement. Si jamais vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Franchement, allez la voir. C'est très très bon. Vous le verrez en action, parce que là il parle beaucoup, mais il dessine encore mieux qu'il ne parle. Tout ça, ça peut nous mener à encore une question intéressante, c'est celle de la réappropriation, de l'inspiration, parce que là tu as cité toutes ces références-là. Ouais. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'il faut copier pour apprendre ? Est-ce que tu te méfies de ça ? Quel est ton rapport à ça, au plagiat, à toute cette question de l'image ? Alors, il faut recopier. Moi, je suis pour ça. Je suis pour... Et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus on est jeune dans l'apprentissage, pas jeune en âge, mais on commence l'apprentissage, recopier des cases de BD, recopier des illustrations, essayer de comprendre comment le gars a fait, parce que c'est comme ça que vous allez développer votre connaissance. Ah, donc ça, c'est une base d'apprentissage. C'est une base d'apprentissage absolue même, pour moi, totale. Parce que c'est comme ça qu'on comprend, qu'on se découvre. C'est pour ça aussi que c'est important, Saint-Luc, de dire « va découvrir quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'aimer », parce que tu découvres les choses, tu vas comprendre ce que tu vas aimer, pas aimer. Le problème qu'il y a, c'est quand on a tellement peu de références que ça se voit beaucoup trop, qu'en fait le mec il a fait du Franquin, ou que le gars il a voulu faire l'Enfeuse de Troie. Mais tout est référencé, et je pense même qu'il y a un mensonge malsain de la part des artistes qui renient ce recopiage. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que... En fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas réfléchis sur ce qu'ils étaient eux-mêmes, sur ce qui leur parlait, et en fait, ils ne font que reproduire des choses qu'ils aiment sans en avoir conscience. Ça, et mais je trouve ça important de le dire justement à des jeunes praticiens ou faites-le, vous recopiez. C'est ça, et que, en fait, en gros, la question, c'est d'être dans le déni ou pas. Ouais. On est toujours formé d'une certaine connaissance, des choses qu'on a vues, des choses qui nous entourent. L'art, a priori, n'existe pas. On aimerait pouvoir créer à partir de nulle part, mais on crée toujours... L'originalité est surévaluée. Est surévaluée et prend toujours racine dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a vu. Toujours. Donc c'est ce truc, oser copier les grands artistes, que ce soit en peinture ou en dessin d'ailleurs. J'irais même plus loin, parce que moi c'est ce que je fais, même encore maintenant, mais... Recopier ne veut pas dire faire un copier-coller. Par exemple, moi, ce que je faisais beaucoup, c'était... Toi, tu réinterprètes beaucoup. Je réinterprétais énormément, genre, ah, cette pose, je l'aime, surtout à l'époque, ah, cette pose, je l'aime bien, cette case, je l'aime bien, je le fais, mais je le fais avec mon personnage.
Mais j'essaie de le faire dans la technique, la pose du gars. Je me rappelle avoir eu une période Sin City, j'ai fait du clair-obscur pendant peut-être un mois, sans arrêt. Je recopiais les cases, j'essayais de comprendre comment ils fonctionnaient, mais avec les corps que moi j'aimais bien, les personnages que moi j'aimais bien. J'ai fait du One Piece, j'ai fait avec mes potes, je les dessinais en One Piece, je les machin, dans le style de Oda. Quand j'étais petit, je faisais ça avec Dragon Ball, et comprenez les choses, allez voir, essayez de... En fait, ce qui se passe, c'est que un artiste avant vous, il a compris quelque chose, il a compris une vérité fondamentale qu'il a réussi à retranscrire. Comprendre ça, c'est aussi des fois comprendre cette vérité. Par exemple, genre, moi, dessiner un cheval, je galère à dessiner des chevaux à partir de photos, parce que je ne comprends pas ce que je vois. Par contre, quand je vais voir comment un artiste l'a dessiné, je comprends c'est quoi les traits les plus importants qui me permettent de... Ah, en fait, c'est... cette accroche-là qui fait qu'on comprend que c'est un cheval. C'est ces proportions-là qui font qu'on comprend que c'est un cheval. Et après, je les refais à ma sauce. Donc voilà, même encore maintenant, hein, vous allez voir John Ho et Alan Lee qui sont des illustrateurs de fous. Et vous tapez ça et vous allez voir ce qu'ils ont fait pour Seigneur des Anneaux. Ce sont les plus gros dessinateurs, les illustrateurs les plus célèbres du Seigneur des Anneaux. Ça a été les directeurs artistiques des films, hein, déjà, excusez du peu. et du Hobbit, vous allez voir ça, vous allez voir mes dessins au crayon fantasy. C'est que ça, c'est à ma manière, mais je suis passé là-dedans, quoi. Et donc il n'y a pas de honte à avoir, il faut. Mais il faut savoir que comme c'est une interprétation, il y a une marge d'erreur que le mec a fait, parce qu'il y a des choses qu'il a décidé de pas... C'est pas vous, c'est pas votre lecture à vous. Et en plus, peut-être que le mec, il y a des choses qui sont pas bonnes. Moi, j'adorais Franquin. C'est ce que tu disais, peut-être multiplier ses sources de voilà. connaissances, donc... Et avoir la base solide, quoi. C'est ça, une inspiration, c'est toujours bien, dès qu'on la met en rapport avec la connaissance optimale. Moi, j'adorais, quand j'étais ado, 11 ans, j'adorais l'Enfeuse de Troie. Je trouvais qu'il n'y avait pas mieux. Maintenant, quand je revois les dessins, je vois les choses que tu voyais pas à ce moment-là. Voilà, je vois les choses qu'il fait que je n'aurais pas fait, et je vois là où il a ses faiblesses et où il a ses forces, et autrement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Un des trucs les plus flagrants, c'est quand on regarde Dragon Ball, les personnages de Dragon Ball, avec tous les muscles, on fait ouais, ok, et en fait, quand vous étudiez, vous dites, mais en fait, chaque trait existe. Ça, c'est le non supinateur, ça, c'est le triceps. Et lui, il l'a fait comme ça. Moi, je vais le faire autrement. Le seul vrai conseil, c'est un ensemble de conseils que je pourrais donner à n'importe qui pratique. À nouveau, c'est même pas qui dessine, c'est qui pratique. C'est accepter de vous tromper. Ne cherchez pas à montrer les choses dès que vous avez fait, dès que tu as fait caca, t'es pas obligé de le montrer, quoi. Il y a des crobards qui ne méritent pas d'être montrés. Il y a des dessins, moi je fais des fois des dessins, la quantité de dessins que je montre et la quantité de dessins que je ne montre pas sont très très différentes. Je montre peut-être 10% de tout ce que je produis, même en termes de dessin fini. Hein. Même en termes de dessin fini, il y a plein de choses que je ne montre pas. D'ailleurs, allez voir ce qu'il fait. Allez voir ce que je fais. Son compte Instagram et Facebook sont remplis de ses dessins. Exactement. Et il y en a quand même plein. Mais donc c'est encore plus impressionnant de se dire que derrière ça, il y a plein de choses de travail. Ouais, il y a plein de choses que je... Et c'est pas forcément genre je me suis planté, c'est des dessins qui sont finis, mais je considère que j'ai pas à les montrer parce que ça ne raconte rien de spécifique. Donc, acceptez que vous allez pratiquer, que vous devez vous tromper, que ce n'est pas grave de foirer, d'avoir un amas de choses, de même pas terminer un dessin. Moi, il y a des fois des attitudes que je commence, je les termine pas parce que j'ai compris ce que je voulais et je sais que je vais l'utiliser dans le dessin d'après. Et voilà. Et alors surtout, soyez humble. Vous devez garder en permanence en tête le fait que vous ne savez pas. Et que si vous croyez savoir, vous vous plantez. Si vous croyez connaître les choses, vous n'allez jamais progresser. Si vous ne savez pas, ça veut dire que vous avez encore à apprendre. Moi, j'ai encore à apprendre. J'apprends tous les jours parce que chaque travail, maintenant, sauf que maintenant, je peux être payé pour cet apprentissage. Pour citer Dali, puisqu'on est un peu là-dedans et que c'est mon rôle, je crois que j'ai compris, il avait dit « N'ayez pas peur de la perfection, vous ne l'atteindrez jamais ». Oui, puis de toute façon... je veux dire, vous faites un dessin, vous en serez content demain, ou dans un mois, ou dans un an, vous allez faire comment j'ai pu être content de ce travail-là. Ça nous est tous arrivé. Voilà. Ça m'arrive de retomber sur des travaux qui, pour moi, étaient quasiment au sommet, etc. Et que je regarde presque avec honte aujourd'hui, même si justement, il ne faut pas avoir honte non plus. Il faut voir tout ça, toute cette somme de travail, comme un apprentissage continu. Ce que je voudrais dire aussi, c'est par rapport au dessinateur, parce que là, on fait « ouais, c'est cool, vas-y, tu vas apprendre le dessin, machin et tout ça ». Il y en a qui essayent d'en vivre.
La grande différence avec les autres métiers, les autres études, je vais prendre un truc assez simple, genre garagiste ou médecin, c'est qu'il y a des circuits pour s'intégrer dans un schéma de travail. Par exemple, tu vas être apprenti et machin, tu vas faire des stages, donc tu vas pouvoir... C'est compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu fais tes stages en tant que médecin et ça t'amène un peu dans un hôpital et tout ça. Et donc il y a tout un circuit comme ça qui est mis en place. En art, il n'y a pas ça. Déjà, le diplôme n'a aucune valeur parce que ce qui a comme valeur, ce qui a de la valeur, c'est ce que tu es capable de produire. Et au bout de vos études, je l'ai vécu, je l'ai vu plein de fois, parce que maintenant ça fait 10 ans que j'ai fini mes études, vous ne serez pas prêt à la fin de vos études. Déjà, il faut arrêter de vous prendre le chou parce que vous pensez que vous êtes, moi j'appelle ça le niveau éditable. C'est-à-dire ce niveau où tu vas montrer à quelqu'un, il va dire il y a moyen de générer un besoin, de l'argent avec ça. Ce niveau éditable, pour la BD, c'est quand est-ce que tu vas attirer un éditeur, même s'il y a plein de magouilles, on s'en fout, il y a ce niveau-là, et tu l'as pas à la fin de tes études. Et c'est très très dur après de maintenir le rythme parce que faut trouver un boulot, faut pas abandonner, machin et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'on abandonne quand on est déprimé de ne pas y arriver. J'ai été déprimé parce que je me suis dit c'est dur. Tu vois d'autres personnes y arriver, pas toi. C'est compliqué, mais le truc qui fait tenir, c'est que l'important, c'est pas ça. L'important, c'est vous dessiner et votre trait sera de mieux en mieux. Et il y a un jour, vous serez tellement bon, vous serez pas bon, vous serez incontestable. Peu importe ce que vous faites, si vous voulez en vivre, vous allez continuer à pratiquer et à un moment donné, ce sera indiscutable que vous méritez l'argent qu'on va vous donner et qu'en fait, si on veut pas de vous, c'est juste parce qu'on veut pas le style que vous proposez. Faut savoir que, par exemple, je considère avoir atteint ce niveau-là qu'à l'âge de 27-28 ans. J'avais fini mes études, j'en avais 21. Ça veut dire que c'est 6 ans de remise en question, de recherche, de pratique. Et pendant ce temps-là, chômage, boulot, déprime, les parents qui te font « tiens, tu peux pas faire ça toute ta vie, machin », c'est compliqué à vivre. Pendant ce temps-là, les gars en master et compagnie, ils font quoi? Ils sont aux études, en fait. Et quand tu termines à 27, 28 ans et que tu te fais « tiens, en fait, je suis bon pour travailler », en fait, tu as fini ton master, tu as fini ta spécialisation. Et donc, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas vous dire « merde, ça fait 1 an que je suis sorti des études, je n'arrive pas à vivre de mon dessin ». Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas encore le niveau pour ça. Voilà. Comprenez aussi, il y a deux manières d'apprendre l'art en général. C'est soit tu fais un truc que tu aimes bien, soit tu fais comme moi, tu as plein de trucs que tu aimes bien. Si tu fais un truc, c'est simple, hein, si tu fais un truc que tu aimes bien, tu vas mettre toute ton énergie là-dedans et ça va monter assez vite. Et donc, tu vas arriver rapidement à un niveau qui est très très bon, puisque toute ton énergie, tu l'as mis là-dedans. Si tu fais que du jazz, tu feras très bon en jazz. Si tu essaies de faire du classique, un peu de jazz, un peu de ci, un peu de là, machin, forcément, la même quantité d'énergie est dispatchée dans différentes techniques et donc tu ne vas pas progresser aussi vite dans un domaine que celui qui aura tout mis dans un seul. Ce n'est pas grave. Pensez, alors du coup, si vous terminez en disant « ah du coup, je dois juste faire un truc et me cantonner là-dessus, donc un style, et me cantonner là-dessus pour avoir un boulot », ça sert à rien. Faites ce que vous... Enfin, je veux dire, la BD, le dessin, si vous voulez pas, à la fin, si vous ne faites pas ce que vous aimez, si vous ne faites pas quelque chose qui... on en parlait tout à l'heure, qui vous plaît, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, autant aller faire un boulot beaucoup plus qui vous plaît pas, en fait. Tout simplement, on va rien citer, mais il y a des boulots moins cool, mais il y a plus de résultats. Mais donc, c'est pas grave, en fait. Si votre chemin, c'est de faire plein de trucs en même temps, à un moment donné, ça va vous servir et ils vont tous se répondre. Si vous avez un truc, vous ferez quelque chose d'aussi bon. Vous ferez juste un mieux et un peu plus vite. Mais ce n'est pas mal d'essayer plein de choses, surtout quand on est jeune, hein, quand on a 18, 19, 20, 21. Moi, je considère que jusqu'à 25 ans, tu es au minimum, tu es en apprentissage. Essayer plein de trucs, tester des machins et tout, suivant le budget, hein, bien entendu.
c'est pas mal de faire ça. Ce n'est pas voilà. Un exemple de ce que je dis par rapport, il ne faut pas forcément chercher à avoir un résultat pécunier tout de suite. Il y a une période de pratique. C'est surtout ça, c'est cette période de pratique. Accepter l'apprentissage. Accepter la période d'apprentissage, la pratique. Aller voir les danseurs urbains, c'est la même chose. Je fais les vignettes, je dessine certaines vignettes de Durandal. J'ai fait celle de Justice League, je suis en train de travailler celle de Wonder Woman en ce moment de 84. J'ai fait Sacrée Sorcière, j'en ai fait plein. Je ne suis pas payé pour ça. Parce que déjà, c'est un ami, mais aussi parce que c'est un apprentissage pour moi. C'est une raison qui, pour moi, me donne un apprentissage de travail du painting par Photoshop, parce que j'ai envie d'apprendre ça. Et en plus, j'ai un retour, puisque j'ai des vues grâce à Durandal qui me ramènent des nouveaux viewers. Ça ne paye pas, mais ça me donne une certaine légitimité, et ça fait gonfler la communauté. Mais ce travail-là est un travail de pratique et de remise en question. Des fois, je me plante, des fois, Donc finalement, de dire que même quand on a ton niveau, c'est-à-dire un niveau professionnel, ouais, et mon âge, qui permet, et ton âge, mais j'ai 30 ans, donc 31. Ça arrive à des gens très bien, mais dire qu'on doit rester ouvert, même dans ces cas-là, à cet apprentissage qui n'est jamais terminé. À la notion de pratique, ouais. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, d'ailleurs, vous verrez beaucoup du travail d'Arcadie sur YouTube, puisque vous le voyez chez Durandal, chez Nota Bene. Nota Bene, j'ai juste illustré son premier livre, Les pires batailles de l'histoire. Donc c'est moi qui ai fait les illustrations et les cartes. Et Amixem aussi, je pense. J'ai fait une vidéo pour Amixem et j'ai fait une illustration pour l'épopée temporelle de Cyprien, qui à nouveau, pareil, il y a cette fameuse phrase genre ouais, la chance on se la crée. Ou alors il y en a d'autres qui disent ouais, c'est que de la chance. Je suis d'accord avec aucune de ces deux phrases. Moi je pars du principe que la chance existe. C'est ça, il suffit de voir, par exemple, on peut commencer chez Durandal et Cyprien et finir chez moi. Donc, voilà, il faut toujours garder espoir. La malchance existe aussi. Mais ce qui intéresse, que moi je considère par contre, c'est que la vie est une affaire de rencontres fortuites, pour dire comme ça. Mais si ce jour-là, tu n'as pas assez bossé pour avoir quelque chose d'intéressant à proposer, c'est là qu'on dit ouais, la chance, on se la crée. C'est parce qu'on a, pour moi, c'est ce jour-là, quand j'ai été voir, par exemple, Nota Bene, c'est le meilleur exemple. Nota Bene, j'ai fait un chapitre spécial pour Dragon Ball Multiverse, pas payé. Hein. Donc c'est normal, c'est bénévole, c'est voulu, c'est accepté. C'est un plaisir de fan. Et je considère même, quand tu vois le travail, c'est pas ouf. Mais j'ai été invité au festival par rapport à ça. Et donc un jour, j'ai été invité à Paris, et je croise Nota Bene, et puis je lui dis tiens, il n'y a personne, je vais aller lui parler et je lui montre mes dessins et dit tiens, ça m'intéresse pour mon projet. Mais si mon niveau à ce moment-là n'était pas intéressant, il m'aurait pas proposé le travail. Donc j'ai eu la chance de le croiser, mais là où on peut créer sa chance, c'est parce qu'on va travailler à avoir quelque chose de montrable et d'éditable, qui va suffisamment intéresser les gens. Et d'ailleurs, je vais te laisser le mot de la fin, et je sais qu'après avoir cité Picasso et Dali, je préfère te laisser avec ton style. Mon style à moi. Ouais, moi c'est plutôt Rocky, plutôt prolo. En fait, c'est cette phrase qu'il y a dans le 6. Je pourrais faire la scène entière, mais je la ferai pas, ça dure trop longtemps. Mais en fait, il dit je vais dire une chose que tu sais déjà. Le soleil et les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, il y a de lourdes tempêtes, de vraies épreuves, et aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera là en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Si tu es sûr de ce que tu veux, faut tout tenter pour essayer de l'obtenir, mais accepter qu'il y ait de la casse, au lieu de pointer l'autre du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause d'elle ou de lui ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard, et toi, t'en es pas un. Sache qu'il y aura un travelling sur toi pendant que tu dis ça. Ça va être super stylé. Ah oui, c'est avec la musique et tout. Voilà, il faut que c'est voilà, c'est ça. Il y a tout est là. C'est une bonne façon de conclure. En tout cas, de nouveau, allez voir le travail d'Arcadie sur sa page Facebook qui compte déjà des milliers d'abonnés. Non, même pas. Si, sois pas modeste comme ça. Sa page Instagram, c'est super bien et en plus c'est super drôle. C'est vrai que je l'ai pas spécialement dit, mais c'est souvent très drôle. Il y a tout l'univers geek qui lui correspond, l'univers ciné, l'univers Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Trek. Ouais. Et ça, c'est la nouvelle saga, je pense. Il travaille sur un jeu de rôle depuis longtemps. 7 ans.
7 ans, voilà, et il en est qu'au début. Ouais. C'est dire. Je crée un univers fantasy, heroic fantasy, et ça part les races, les langues, l'histoire, les 10 000 ans d'histoire. C'est hyper machin. intéressant. Moi, je trouve toujours fou justement de voir la somme de travail qu'il met dans plein d'aspects différents. C'est ce dont il nous a parlé aujourd'hui. J'espère que ce genre de format vous plaît. Je fais la vaisselle aussi. C'est assez nouveau, voilà. Là maintenant, on va manger ces cooks qui nous font de l'œil depuis tout à l'heure, mais qui servaient bien pour le sèches. décor. Elles sont bien sèches. On va les tremper dans le café. Non. T'en as même pas dans la barbe. Dernière petite chose à retenir. Bon, avec la cook, ça fait moins... hein. On est là, toi-même, tu sais. On pense souvent que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples gestes de bonté et d'amour. Une cook, un café, un pote. Voilà. Ça c'est beau, et j'espérais quand même que tu fasses une petite référence Spider-Man. Enfin, je croyais que t'allais dire qu'un grand pouvoir... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. T'as un peu tué la phrase là. Parce que Oncle Ben, il faisait pas ça avec une coke dans la bouche. Bah déjà, oui, d'accord, mais bon, écoute, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. D'ailleurs... Non, vas-y, on continue, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, doublé par Marc Casso, qui fait la voix de Bilbon, qui fait la voix de Qui parle comme ça. ouais, Richard Harris, donc dans Dumbledore, et aussi Marc Aurèle dans Gladiator. Et Charles Ingalls. C'est vrai? Ça, c'est une anecdote en or. Mmh. Et voilà, merci encore Arcadie Picardie d'être venu nous voir. N'hésitez pas à aller découvrir son travail sur Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens dans la description. J'espère que tout cela vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.